Hello et bienvenue sur le podcast Les matchs de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Vous avez vu à quel point je maîtrise le français maintenant, hein? Où que vous nous écoutiez. Pas mal. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti pour ce nouveau numéro de Les matchs de ma vie avec moi. Darren Tulette, notre invité aujourd'hui qui est... Zach Nani, créateur de contenu, streamer et amoureux du football et de l'Olympique Lyonnais et autres. C'est ce que nous allons voir, effectivement. Tiens, j'allais te demander, avant de se lancer sur cette discussion sur les matchs de ta vie, comment tu te décris aujourd'hui pour l'auditeur qui ne te connaît pas? Parce que, oui, effectivement, quand on fait un papier sur toi, des youtubeurs, streamers, créateurs de contenu. C'est ça. Mais toi, et tu te décris comment? Alors, je me décris comme créateur de contenu. C'est-à-dire que mon métier premier, c'est de faire du contenu, donc de la vidéo, des émissions, donc de la vidéo et de l'audio, mais c'est vraiment ça mon premier truc. À contrario, j'aime pas qu'on me présente comme influenceur. Moi, je suis pas influenceur, j'influence pas les gens, c'est pas mon truc. C'est, on va dire, une conséquence de mon métier, mais mon métier premier, c'est de créer du contenu, c'est d'animer des émissions, c'est de discuter, c'est de faire des concepts. Voilà. Donc c'est vraiment mon métier, mon cœur de métier, c'est ce que je fais. Très bien. Présentateur d'émission tel En roue libre, restaurateur, on y reviendra. Zach, tu disais avant qu'on commence à enregistrer que ça a été difficile de choisir 5 matchs. Oui, c'était un calvaire parce que j'ai dû essayer de réfléchir entre les matchs que j'ai vécu petit, entre les matchs que j'ai pu vivre en vrai, entre les matchs que j'ai pu vivre à la maison mais qui du coup étaient quand même super marquants, entre l'OL, l'équipe de France ou alors le Maroc, parce que j'ai la double nationalité, donc du coup j'ai vécu des moments très forts avec les deux. Donc sincèrement, un calvaire. C'était très difficile. J'aurais préféré faire un top 15. Là, tu m'aurais donné un peu de jus, tu vois, pour pouvoir faire mieux. Mais bon, à la fin, il a fallu raccourcir à 5, donc j'ai essayé de prendre des marquants, mais sincèrement, j'aurais pu citer le 6e, 7e, 8e. Merci de l'occasion de parler de tout ça, parce que j'aime parler football. Eh bien, bienvenue dans ce calvaire qui est le podcast Les matchs de ma vie. Les matchs de ma vie. Match numéro 1, Zach. Nous sommes le 13 septembre 2005, première journée de phase de poule de Ligue des Champions. L'Olympique Lyonnais reçoit le Real Madrid à Gerland. Pour quelle raison tu commences ta liste avec cette rencontre-là? Alors, 2005, j'ai 10 ans. Donc, comme beaucoup de personnes de mon âge, j'ai d'abord connu le football en clair à la télévision. Ouais. Donc, vu que j'ai connu le football en clair à la télévision, ça fait que je suis forcément passé par la Ligue des Champions. La Ligue des Champions qui était diffusée en clair à l'époque. Et en tant que Lyonnais, c'est-à-dire que je suis né à Lyon, de manière naturelle, j'ai vécu le Grand OL. Et vu que j'ai vécu le Grand OL, bah, j'ai baigné directement dedans. 10 ans, c'est un des premiers matchs que ma mère m'a autorisé à regarder en entier à la télévision. Parce qu'avant, j'étais adepte de ceux qui regardaient qu'une mi-temps sur 2 et qui apprenaient le reste du résultat par la suite. La chose étant que ce match, pour moi, il est particulièrement marquant parce que déjà, c'est l'OL contre Real Madrid, c'est la Ligue des Champions. Quand tu es un jeune Lyonnais, tu as été bercé par Juninho, les coups francs, les rumeurs. Donc, Juninho, il a marqué des coups francs. À la fin, nous, dans les cours de récré lyonnaise, on tirait les 6 mètres pour essayer de les mettre en direct à cause de cette influence. C'était une folie. Ce match, il était particulièrement marquant pour moi parce que c'était une démonstration. Et c'est une démonstration qui n'a pas duré très longtemps. Il y a 3-0 à la mi-temps, pour la faire plus rapidement. Oui, c'est ça. L'OL ouvre le score sur une déviation de John Carew sur un coup franc de Juninho. Bien sûr, le Big John Carew. Exactement, le Big John Carew. Je te rappelle, norvégien, 2 mètres et tout. Sachant qu'en plus, moi, sur le direct, au début, je crois que c'est un coup franc direct de Juni. Je vois pas la déviation. Ah. Donc moi, en tant que gamin, 10 ans, et étoile dans les yeux, coup franc de Juni, LDC, Real Madrid, je suis comme un fou. Ouais. Et ce coup franc, il arrivera après. Oui, c'est ça. C'est ça le plus fou. Et je pense que c'est un de mes préférés de sa part. Il y en a beaucoup, forcément. Hein. Il y en a eu des dizaines en carrière. Mais celui-là, il est incroyable parce que 35 mètres, le commentaire de Thierry Gélardi et de l'Arquet à l'époque est absolument iconique dessus. Quand il s'élance, le ballon est tiré d'une telle puissance que... Il le dit dans le commentaire, Casillas s'est battu alors que le ballon vient de partir. Et c'est pas une frappe en l'air, c'est une frappe qui rase le sol. C'est ça qui le rend encore plus épique. C'est quand la dernière fois qu'on a vu un coup franc de 35 mètres raser le sol. Habituellement, c'est un lob. Tu vois, non, là, ça rase le sol et c'est ça qui rend la chose exceptionnelle pour moi. Donc 2-0. Et puis, à l'issue d'une action collective magnifique pour le 3e, ça termine sur un centre de Réveillère, but de Wiltord. 3-0 à la mi-temps. Ouais, fabuleux.
contre le Real Madrid, celui de Beckham, celui Ouais. de Roberto Carlos, celui Oui. de Ronaldo, Oui. celui de Raoul, Figo et consorts. Enfin, sincèrement, moi, j'avais 10 ans et il n'en a pas fallu plus pour me marquer à vie et que ça soit directement dans mon top. Ouais. Et tu étais où alors pour ce match-là? Tu disais à la maison? J'étais à la Tu avais maison. le droit de rester jusqu'à la fin? Pour être honnête avec toi, j'étais même pas dans le salon. J'étais dans la chambre de mes sœurs. Ah oui? Et oui, parce que mon père, il voulait regarder autre chose. Donc lui, il avait mis un film, tu sais, il était Ah avec ouais, ma- Ouais, lui, le foot, comme ça. ouais. Il regarde de temps en D'accord. temps. Et moi, je me rappelle, j'étais dans la chambre de ma grande sœur. Ouais. Et j'étais comme un fou, parce qu'elle m'avait laissé regarder à la mi-temps 3-0. Et en fait, le petit plot twist, du coup, c'est que pour le premier match, on m'a autorisé, l'un des en tout cas, à regarder les 2 mi-temps en semaine. Bah, deuxième mi-temps, il n'y a pas eu de but. Oui, c'est ça. Toi, tu aurais été couché à la mi-temps, en fait. J'aurais pu me couler chez la mi-temps, foncièrement, j'aurais rien raté. Donc, c'est ce qui rend le truc marrant. Mais ouais, ce 3-0 Real Madrid, même si c'était qu'en poule, entre guillemets, il me marquera parce que voilà, 10 ans et pour tout ce qu'il représente, l'occasion également pour moi, pour une première fois, de voir le Real Madrid. Je vais pas mentir, à 10 ans, je vais pas te dire que je me regardais déjà la Liga et tout machin. Tu découvres de cette manière et Oui. c'était magnifique. Oui, c'est un peu magique, effectivement, à cet âge-là. L'OL qui va s'arrêter en quart de finale contre le Milan AC. Revenir sur un petit peu sur ton enfance. Donc, tu es à la maison avec tes sœurs, tu as dit. Vous Ouais. êtes combien à la maison? Alors, c'est simple, j'ai 3 sœurs. Donc, j'ai une petite sœur et 2 grandes sœurs. Et à cette D'accord. époque-là, tout le monde vivait à la maison. Et ça se passe comment avec les sœurs Ça alors? se passe très bien. T'as un petit, le petit chéri? On avait 2 chambres. Ouais. Donc, une chambre avec ma petite sœur, où on avait le lit superposé. Moi, j'étais en haut et elle en bas. Et à côté de ça, il y avait mes 2 grandes sœurs qui avaient leur propre chambre où elles dormaient ensemble également. Et donc, du coup, elles grandissaient. Tu sais, elles avaient déjà la vingtaine, 17, 18, 19, 20 ans. D'accord. Donc, elles arrivaient déjà à des moments où elles commençaient à découvrir le monde du travail, les sorties. Et toi, t'es le petit chouchou alors? Oui. Ouais. Le vrai chouchou, c'est ma petite sœur qui est encore plus petite que moi, donc c'est la dernière. Ok, mais en étant le seul garçon de la famille. Oui, auprès de ma mère, j'étais le petit chouchou. On va pas mentir. Ah, ce serait mentir que de dire le contraire. Et maman et papa, alors, un mot sur eux? Bah, c'est simple, j'ai grandi dans une famille entre guillemets recomposée, donc j'ai pas le même père que mes sœurs, mais si j'avais dit belle-sœur, enfin demi-sœur, pardon, à mes sœurs devant ma mère, elle m'aurait tué. Il n'y avait pas de demi-sœur, de machin, c'était mes sœurs, et on a C'est bien, grandi. ça, non? Oui, oui, c'est très bien. En fait, jamais j'y pense au fait qu'on n'a pas Oui. le même père, on s'en fout, c'est juste mes sœurs. Oui. Ma petite sœur, qui a le même père que moi, n'est pas plus ma sœur, enfin que les autres, quoi. Donc très fraternel, très comme ça. J'ai également eu un grand frère, mais il est décédé quand j'étais jeune, donc d'un accident de voiture. J'en parle, il y a pas de souci, ça me rend pas spécialement plus triste. Je pense souvent à lui, on lui rend souvent hommage, on va le visiter dès qu'on peut, il est enterré au Maroc. Mais sinon, sorti de ça, on est une famille très soudée, très bien. Mes parents sont séparés également, mais je ne l'ai pas beaucoup ressenti parce que mon père venait très souvent. C'est bon, je peux reparler. Je l'ai laissé passer. Non, c'est les flics qui viennent me chercher. Darren, qu'est-ce que t'as fait Mince. encore? Je pensais me cacher chez toi. Mais donc, du coup, non, j'ai grandi dans une famille, bah, ça va, très bon rapport avec mes sœurs, très bon rapport avec ma mère, avec mon père également, peut-être un poil plus distant avec le papa comme d'habitude, mais sinon, pas grand-chose à signaler, j'ai eu une belle enfance. Et cette enfance, quelle place a le sport à la maison et dans ta vie à toi? J'en ai fait moi-même, donc j'en ai pratiqué, j'ai pratiqué du football en club, j'ai pratiqué aussi du volleyball, c'était le sport où j'étais le meilleur, entre guillemets. Ah oui? Oui, j'ai pu être champion du Rhône à l'époque, ça reste un petit niveau local. C'est mais- quand même pas mal. J'avais 12 ans. On prend. C'est champion du Rhône, UNSS et tout. Cherchez pas, c'était pas à 18 ans, quoi. Mais j'avais 12 ans. J'aimais bien le badminton aussi. Ouais. Donc, très fan de sport et très pratiquant de sport jusqu'à mes 14 ans, 13-14 ans. Et puis, 13-14 ans, j'ai déménagé. Et en fait, en déménageant, j'ai pas pu retrouver les clubs dans lesquels je m'étais inscrit. Puis après, avec l'adolescence, on va dire la période où tu as des boutons sur la tronche, où tu commences à découvrir un peu la fin du collège, le début du lycée, j'ai arrêté de pratiquer du sport en dehors des cours de sport à l'école et j'ai pris du poids. Et ouais, c'est le moment où j'ai pris du poids. Donc en fait, jusqu'à mes 13 ans, si je vous montre des photos, j'étais comme ça. Oui. Puis à 15 ans, j'étais comme ça. Et puis après, je suis resté comme ça. Et là, maintenant, pour le marathon, je repère du poids. Ouais, on va y revenir à le marathon. Effectivement, il faut qu'on parle de ça dans quelques instants. On va passer d'abord au match numéro 2. Zach, nous sommes le 27 juin 2006 désormais. Et c'est un 8e de finale de la Coupe du Monde. Oui. Et je pense que tout le monde se souvient de ce match-là en Allemagne. L'équipe de France va jouer contre l'Espagne. Alors, c'est un match très particulier
pour des raisons, je pense que tu vas nous raconter maintenant. Totalement. Alors, l'équipe de France, mes premiers rapports avec l'équipe de France, ils ont commencé à grandir. Moi, je suis un enfant, j'avais 3 ans en 98, 5 ans en 2000. Autant dire que le niveau souvenir, c'est très bas. Mes premiers souvenirs commencent en 2002, la défaite au Sénégal. J'étais au Maroc et ça avait choqué absolument tout le monde. Ah oui. Et oui, suivi de l'Euro 2004, une autre déception, la défaite contre la Grèce. Et donc, j'étais quand même quelqu'un qui a grandi avec Zizou, l'équipe de France, tout ce que ça représentait. Ouais. Il faut se dire que le contexte de cette Coupe du Monde s'inscrivait comme la dernière de Zizou, voilà. Donc avec le retour de Zizou. Une dramaturgie extraordinaire, parce qu'effectivement, ce joueur adoré, pas seulement par les Français, mais effectivement à l'international. Oui, c'est ça. Mais quand un gars comme ça dit « c'est mon dernier tournoi », on sait qu'à chaque match d'élimination directe, ça peut être le dernier. Et donc, ce match contre l'Espagne, c'est le premier. Encore plus, parce que les Espagnols, dans le journaux, dans la presse, commencent à parler de... c'était un peu... On va le mettre à la retraite. Ouais, on va le mettre à la retraite. Tu fais bien de le dire, parce que tu avais eu des phases de poule un peu poussives, mais où on était quand même passé. Je me rappelle notamment du match face au Togo, il me semble, avec le but de Patrick Vieira et tout, en pivot. Il me semble que c'est dans ce match, si mes souvenirs me trahissent pas trop, mais une phase de poule pas hyper convaincante au premier abord, mais où on passe quand même. Et on va jouer les Espagnols. Ouais. Les Espagnols, où Zidane a joué au Real Madrid pendant de longues années. Eh oui. Et qui sont favoris assez largement face à notre groupe, qui est un groupe de vieux briscards, de revanchards et de gens qui avaient connu la gloire quelques années avant, mais où c'était plus trop ça. Ok, c'était de moins en moins convaincant et ça faisait de plus en plus parler en mal. Et donc les Espagnols étaient largement favoris face à nous. Et comme tu l'as dit, la presse espagnole n'a pas hésité à beaucoup parler. On va mettre Zidane à la retraite. Ils mettaient la pression, ouais. Et oui, il parlait beaucoup. On a parlé de la presse francophone pour le Mondial 2002 où c'était Qatar, mais la presse espagnole de 2006, je pense qu'ils doivent encore s'en rappeler de ça. Ouais. Donc effectivement, grosse pression autour de Zizou. Et en fait, ce match-là, nous, on nous a conditionnés à se dire on n'est pas favori, ça va être difficile. La presse espagnole et tout est hyper confiante, ça va être compliqué. Et là, match de gala. Donc match de gala de l'équipe de France avec tout ce qui... fait les ingrédients d'un match incroyable. Donc, le but de l'équipe de France, donc, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est l'Espagne qui ouvre le score, je crois. Penalty de David Villa. Voilà, merci. Oui. Donc, penalty de David Villa, donc 1-0 pour l'Espagne. On commence à se dire, OK, ça sent mauvais. Égalisation rapide, il me semble, de l'équipe de France de la tête. Franck Ribéry. Ah oui, Franck Ribéry qui égalise. La tête, ça vient après. Voilà. Tu as bien raison. Le petit Ribéry qui est arrivé sur la scène internationale, presque de nulle part. Et voilà, c'est ça. On l'a adoré. Donc le petit Franck Ribéry qui sort de nulle part avec son histoire, Boulogne-sur-Mer, Metz, la carrière tardive, le gars qui pousse et qui perce sur le tard et qui la surprise un peu de la liste 2006 avec Pascal Chibonda, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, l'égalisation de Franck Ribéry, vas-y mon petit, et la égalisation au but de l'équipe de France. Le 2-1 avec du coup, il me semble cette fois c'est le coup de pied arrêté et en apothéose. Coup franc de Zidane, tête de Vieira. Voilà, coup franc de Zidane, tête de Vieira. Donc magnifique, Zidane décisif à nouveau. En plus, Zidane qui fait un très gros match. Et l'autre, le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau, à la fin, le but de Zinedine, magnifique, avec un crochet, il arrive angle demi-espace gauche, le crochet, la frappe croisée, but 3-1, l'équipe de France sort l'Espagne. Une folie. Pour moi, ce match était encore plus marquant que celui du Brésil, parce que celui du Brésil est absolument magnifique pour tout ce qu'il représente. C'est le match qui vient après, effectivement. Exactement. Plus encore que la demi-finale et la finale. Bon, on l'a pas gagné, donc forcément. Mais je sais pas, ce match avait une saveur, il avait quelque chose de vraiment spécial. Et il y a des images qui sortent sur les réseaux sociaux, qui sont sorties en plus, c'est des images d'archives, où quelqu'un filme sa télé devant le France-Espagne, et où au but de Zidane, il met le téléphone derrière, et donc il est dans une cité, on voit les barres d'immeubles, et t'entends tout le monde crier, tout le monde réagir, en chœur, en 2006, comme ça, devant sa télé, waouh, 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 waouh. C'était exactement ça. Ouais. C'était une folie. Donc franchement, ce match-là, il est dans mon top. La grâce de Zinedine Zidane, effectivement. Adios la Roja, hein. Salut les Espagnols. Entrez bien. Hein. Alors, c'est le dernier tournoi avant qu'ils viennent casser la gueule de l'Europe et du monde. Hein. Après, derrière, ils font... Ouais, l'Euro,
CDM Euro. Et l'Euro, ils étaient forts quand même. Donc comme quoi, ils étaient vraiment très forts, un petit peu comme l'Allemagne qui, voilà, en 2010-2012 monte en puissance avant de gagner en 2014. Mais ouais, c'était une très belle chose et un souvenir encore une fois de jeune, 11 ans à ce moment-là. Oui, 11 ans. Tu es où alors pour regarder celui-là? À la maison, avec pareil. Je suis avec mes parents. Avec des proches également, il y a mon oncle, je m'en rappelle. Et en fait, pour la petite histoire, c'est trop drôle parce que je suis dans mon salon et il faut se dire que même si on regardait la télé dans le salon, il y avait en face de moi, donc j'habitais à Lyon 9e, Vèze, plus précisément, pas loin du théâtre Nouvelle Génération. Voilà, si vous êtes lyonnais, vous avez les infos jusqu'au bout, ça, rue de la Corderie, voilà, comme ça. Le 3e étage à gauche. Mais bon, j'y habite plus depuis 20 ans, donc regarde, je m'en fous. Et en fait, en face, il y avait une résidence étudiante. Et en fait, la résidence étudiante, c'était drôle parce que eux, ils avaient un tout petit temps d'avance. Oh. Et donc, du coup, quand on entendait des bruits, on savait jamais si c'était bon ou mauvais. Donc, tu vois, j'entendais et nous, ça venait derrière. Et donc, du coup, bah voilà, c'est un peu le contexte du match. Le salon, le même endroit que là où j'ai regardé le match de l'OL. D'accord. Ok, bah c'est sympa. Et c'est un petit souvenir peut-être de la finale parce qu'on sent l'amour pour Zinedine Zidane. Comment tu as réagi à seulement 11 ans lorsqu'il y a ce coup de tête et Zidane qui sort? Ah, battu. Faut se dire que, en fait, faut comprendre, et c'est important que quand tu es de ma génération, donc c'est-à-dire que tu es dans la génération un peu maudite, pas maudite, mais en tout cas pendant très longtemps, pas très bien placée. En fait, quand tu es né en 95 et dans ces années autour de là, tu es trop jeune pour avoir vécu les bons moments, donc 98-2000. Tu es suffisamment vieux pour te rappeler des quelques bons mais qui finissent mal, 2006, la période de la honte, 2008-2010, le début du renouveau, 2012-2014, et puis une autre défaite en finale en 2016. Mm-hmm. Donc en fait, arrivé en 2016, j'ai 21 ans, j'ai connu l'équipe de France que dans la défaite. 2 défaites en finale, les boules, dont l'Euro à domicile, et des tournois de la honte. Zach, bienvenue dans mon monde. En tant qu'anglais, je n'ai connu que ça. C'est vrai. Et toi, tu penses être malheureux, toi? C'est vrai, il y a toujours pire. Non, mais comme quoi, ça permet de relativiser, il y a toujours pire. Mais en tout cas, en tant que Français et fan de l'équipe de France, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était compliqué. Alors après, l'avenir nous a donné d'autres choses, mais ouais, incroyable. Et donc, cette finale, quand tu vois Zidane sortir, alors? Abattu. Ouais. Abattu. Quand le carton sort, moi, je me rappelle, je suis là, jaune, pitié jaune. Ouais. En irréalisme complet, parce qu'en réalité, quand tu revois le geste, ça mérite un rouge. Ceci étant que, quand même, l'arbitre ne l'a pas vu lui-même. Hein. Apparemment, on lui a soufflé. On lui a soufflé. C'est comme s'il y avait eu une VAR avant l'heure. Tu vois. Ouais. Et bon, ça aurait été un vol qui continue à jouer parce que le geste mérite bien évidemment rouge. Et avec toute la mauvaise foi qui a suivi derrière, machin, Mais petit comme ça, tu es sensible, tu es quelqu'un qui peut pleurer devant quelque chose qui est émouvant au niveau sport. Mais j'ai pleuré. Oui. Bien sûr, j'ai pleuré. J'étais abattu une défaite en finale de Coupe du Monde. À cette époque-là, on savait déjà ce que ça représentait. Parce qu'en plus, la Coupe du Monde 2006, je l'ai regardée en entier. Quasiment. Selon la possibilité des horaires et tout ça. Mais je l'ai regardée quasiment en entier. Moi, le match d'ouverture Allemagne-Costa Rica, avec les buts Thorsten Frings, Philippe Lahm, je m'en rappelle. Bien sûr. Ouais. Brésil-Croatie, je m'en rappelle. Mexique-Argentine, Maxi Lopez, je m'en rappelle. Tous ces matchs-là, ça m'a marqué. Italie-Allemagne. Donc en fait, j'avais vraiment vécu absolument tout le tournoi. Ouais. Tous ces moments marquants-là restent dans ma tête. Alors je saurais plus te dire si le latéral gauche, il avait fait un match parfait ou quoi. C'est pas le sujet. Mais par contre, je me rappelle des buts, je me rappelle de tout. Et donc, du coup, quand arrive la finale, je suis pumpé à bloc parce que c'est la première Coupe du Monde que je vis consciemment. Oui. En 2002, j'ai 7 ans, donc je la vis pas vraiment. 2002, même une fois que l'équipe de France est sortie, je l'ai même plus suivi, la Coupe du Monde. Mais alors que là, je suis allé jusqu'au bout et j'ai même regardé les matchs annexes. Donc forcément, j'ai pleuré. Je comprends bien. Zidane qui sort, l'équipe de France battue au tir au but par l'Italie en finale. Je suis parti en Italie en vacances juste après. Avec ma famille et des amis français. C'était affreux. C'était affreux. Affreux. Tu t'étais fait vanner. J'étais en train de me dire... Moi, je suis anglais. Je suis anglais. Par contre. Mais en même temps, je n'étais pas en finale, donc c'était pas mieux. Et bah, tu vois, anglais, le but de Joe Cole. Oui, extraordinaire. La demi-volée, là, exceptionnelle. Très, très beau. Beau joueur. Allez, match numéro 3. On est là pour parler de moi. Le 8 novembre 2009, au stade Gerland, désormais pour un match mythique de Ligue 1. Olympique Lyonnais, 5. Olympique de Marseille, 5. Tu as 14 ans maintenant. Ouais. Et là, t'es où et comment tu le vis? J'aurais aimé te dire que j'étais au stade, mais à cette époque-là, je fréquentais pas trop le stade. J'étais à l'adolescence et c'était aussi le moment où je commençais à peut-être un peu moins accrocher du football parce que j'avais 14 ans, 15 ans. Et tu sais, à 14, 15, 16 ans, tu commences à connaître un peu autre chose. Moi, je commençais à connaître notamment le jeu vidéo. Donc, je suivais toujours l'OL, mais pas stade,
pas avec une assiduité aussi forte que par exemple maintenant, ou alors un peu avant. Tu vois. D'accord. Pour te dire, en 2007-2008, quand j'avais encore 11, 12, 13 ans, c'était pas rare quand j'avais pas accès aux images que j'écoutais le match à la radio. Je mettais à la radio, j'écoutais. Et je vivais les matchs comme ça. Je me rappelle d'un OL Le Mans que j'avais vécu comme ça qui était marquant. Bref. Et donc, ces matchs-là, je suis devant la télé. Parce que OL-OM, ça commençait à être justement ce que c'est devenu par la suite. Une grosse rivalité qui s'est construite déjà historiquement, mais au-delà d'historiquement, parce que la rivalité n'a pas tant un pan historique qu'une rivalité qui s'est créée au fur et à mesure. Notamment, on s'en rappelle 2005, 2006, Pape Diouf, Aulas, voilà, ça commence à discuter. Ribéry partira pas, va au 20h de TF1, il veut venir à l'OL. Donc ça a commencé à contribuer un peu à la chose. Des matchs où je me rappelle avec Juni, où on va gagner au Vélodrome, il met des coups francs, des matchs exceptionnels. Donc il y avait toujours un peu ça, parce que je me rappelle, moi, quand j'étais plus jeune, il y avait déjà une petite rivalité. Il y avait aussi des supporters de l'OM à Lyon, tu vois. Je me rappelle quand à l'école, j'avais des proches à moi, des amis, quand j'avais 12-13 ans, ils étaient fans de l'OM, et donc on aimait déjà se taquiner. Il faut aussi se dire que 2009-2010, c'est l'année du titre pour Marseille. On le sait pas au moment du match là, mais c'est l'année du titre, et c'est aussi l'année où l'OL a perdu son titre. Et oui, la streak des 7 s'est brisée. Bordeaux est champion en 2009. Et donc, du coup, nous, on est sur une saison, on se dit, vas-y, l'OL, on est l'OL, est-ce qu'on va revenir et tout, machin. Quand arrive ce match, c'est impossible de deviner ou de comprendre ce qui va se passer. Carrément. Le scénario est absolument rocambolesque, du début à la fin, avec justement l'OL qui s'en sort pas, perd. L'OM qui repasse devant et qui repasse pas à moitié devant. Donc à ce moment-là, on se dit qu'on va passer une mauvaise soirée. 4-2 pour Marseille. L'OL qui, dans un Gerland absolument en feu, remonte avec les buts les uns après les autres, avec en apothéose le but de Bastos, le commentaire légendaire de Grégoire Margoton avec Bastos, Pjanic et tout ça, machin. Donc c'est des folies avec Lisandro, bien évidemment, le penalty, les buts et tout, donc, qui s'enchaînent. Et là, Gerland est en fusion. Ouais. Et franchement, dans ma tête, le match s'arrête au 5-4. Je refuse de me rappeler de la suite. Quand je regarde le résumé de ce match de temps en temps, je me dis, je coupe. Je refuse de regarder ce sorte de but CSC un peu miteux, un peu minable à la fin, complètement confus, on comprend rien à ce qui se passe. Le pire, c'est que ce match, tous les buts sont magnifiques. Le but de Govou, le but de Pjanic, le but de Bastos. Il y a des beaux buts dans ce match. C'est fou. Hein. Lloris qui se trouve 2 fois sur les frappes de Chérou et tout. Enfin, c'est une folie. Mais ce match, par son scénario, est pour moi, tu fais un top 5 des matchs les plus marquants de Ligue 1 du 21e siècle, il est dedans et il n'est pas 5e. Tu vois, parce que tout ce qui représente 2 équipes d'un niveau similaire, une équipe qui veut chercher son titre, une équipe qui veut être à nouveau championne pour la première fois depuis plus de 10 ans. Pour tout ce que ce match représente, il est mythique, il est exceptionnel et il restera gravé dans ma mémoire. Et donc pour toi, ça fait 5-4 pour Lyon et on oublie le CSC de Jérémy Toulalan. On oublie le CSC de Jérémy Toulalan, un peu miteux, un peu minable. Même le but de Koné, tu sais, maintenant que je me le refais, même le but de Koné est incroyable. Ouais. Franchement, une affiche de haute volée, un Gerland, des grands soirs, une très grosse ambiance. Le foot français a vraiment vécu quelque chose de fort ce soir-là. C'est pour ça que moi, je le dis... La Ligue 1 et le football, c'est pas tant les grosses stars que l'adversité et l'enjeu qui comptent. Et une Ligue 1 avec plus d'adversité et plus d'enjeux, c'est ce que je préférerais voir. Et ça passe aussi par des gros qui tiennent leur rang, mais aussi un championnat plus équilibré. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut se dire qu'entre 2008 et 2012, il y a un champion différent chaque année. Tu as l'OL en 2008, Bordeaux, l'OM, Lille, Montpellier... Et après, bon, t'as l'hégémonie parisienne et elle est ce qu'elle est devenue, on le sait. Mon but, c'est même pas de jeter des pics, mais il faut comprendre que suivre la Ligue 1 cette année-là, c'était dingue. Et c'est aussi, d'ailleurs, paradoxalement, historiquement, les dernières plus grosses audiences de Ligue 1. Elles sont aussi situées sur ce carré-là. Et pourtant, on n'avait pas les plus grosses stars du continent. Mais le fait d'avoir un championnat national compétitif et où toutes les équipes peuvent vraiment avoir des moyens qui se rapprochent et donc, du coup, ça crée une sorte d'équilibre, c'était fou. Ouais, c'était vraiment fou. Tu fais bien aussi de souligner les commentaires de Grégoire Margoton qui étaient légendaires. Parce qu'il faut aussi que le commentateur porte le match. Le match porte le commentateur, bien mais sûr. Que le commentateur est au niveau aussi. Totalement. C'est Grégoire, mais totalement. Mais c'est pour ça qu'il y a des commentaires. Moi, j'ai fait des quiz foot. Et dans les quiz foot, on fait toujours un segment où on met des commentaires et ils doivent se rappeler quel but ça correspond. Ouais. Quand tu es capable de passer un commentaire et les gars se rappellent de l'action, c'est bien que le commentateur a fait un travail extraordinaire. Ouais. Moi-même, je me rappelle de commentaires pas français. Ankara Messi. Tu vois, des trucs comme ça.
Ankara Messi, c'était une folie, tu vois. Et pour ça, je me rappelle. Et donc oui, les commentateurs, c'est vraiment un job de fou et surtout un job de rêve. J'ai eu Omar, j'ai eu Jean-Charles Sabatier dans mon émission. Être payé pour commenter du foot. Mais tu te rends compte? Quel bonheur. Et oui. Quel plaisir. Bien sûr. C'est extraordinaire comme métier. C'est un privilège. Vous écoutez, les amis, Les Matchs de ma vie, le podcast de Beansport. Notre invité raconte les 5 matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Zagnani. Notre ami est devenu restaurateur. Alors, raconte-nous l'histoire de la Casdalerie. Alors, la Casdalerie, je suis pas vraiment devenu restaurateur. Je vais raconter un petit peu le bail. Je me suis associé avec des personnes avec qui j'avais déjà l'occasion de bosser. Et elles, c'était des personnes spécialisées en restauration. Et moi, je suis un amateur de bouffe, voilà, de nourriture, de gastronomie, mais pas de haute gastronomie, même si j'aime bien manger comme tout le monde, mais j'aime bien les fast-food. Voilà, je pense que ça se voit, hein, j'en ai tapé beaucoup. Et en France, on a une variété... De moins en moins. C'est vrai, de moins en moins. On va y arriver. C'est vrai. Oui. Mais de fast-food et de street-food, plus précisément. Pas forcément fast-food. Je vais pas dire que je kiffe juste manger des kebabs, mais par contre, la bouffe faite en rapide et avec les différences culturelles qu'il peut y avoir dedans, moi, j'aime bien ça. J'ai vécu la street-food en Corée, au Japon, au Maroc, aux États-Unis, en Angleterre, en France. Il y a des différences, en Allemagne, il y a des disparités, des façons de faire qui diffèrent, enfin qui sont différentes. Et c'est là où tu découvres vraiment une culture. Et moi, j'aime ça, tu vois. Et du coup, ils sont venus me voir et ils m'ont dit on pense que tu pourrais lancer, qu'il y a un potentiel à faire avec toi pour lancer un truc, sachant que moi-même je fais des vidéos autour de la nourriture. C'est pas un truc que j'ai fait historiquement, mais j'en ai déjà fait des tonnes de fois. Et on aime bien aller tester autre chose. Et donc en fait, moi j'aime bien ça. Eux, c'est des personnes qui sont compétentes. On avait une idée, un produit, donc de jouer autour de mes origines marocaines pour faire un sandwich avec un pain qu'on retrouve traditionnellement au Maroc et au Maghreb, de manière plus générale, le msemen. Donc le msemen, c'est un pain spécial fait avec de la pâte, de l'huile d'olive. C'est fait même par les mamans en général. Elles pétrissent la pâte comme ça, nanan. Ça rappelle vraiment des saveurs de jeunesse, tu vois. Et donc du coup, on s'était dit que faire un sandwich là-dedans, ça pouvait être un peu original. C'est pas l'invention du siècle, ça s'est déjà vu, ça existe déjà. Le Casdal. Le Casdal, exactement. De toute façon, Casdal, c'est un mot de la langue générale. Il n'y a pas de mal à ça, c'est comme un grec pour dire un kebab. Et sandwich dans les msemen, ça s'est déjà vu, on n'a rien inventé, mais par contre, le remettre un peu au goût du jour avec des petites recettes, donc comme on a essayé d'imaginer, donc et en faisant des petits clins d'œil au Maghreb, c'est cool. Donc on a inventé ça, donc des recettes avec le kefta cheddar, le poulet avocat, le thon harissa façon fricassée tunisienne, tu vois, donc un petit peu des clins d'œil, et puis une petite recette végétarienne pour ceux qui ne sont pas férus de viande. Je commence à avoir faim. Tiens. C'est vrai que ça donne faim. En plus, je jeûne aujourd'hui, mais ça va. Et donc, du coup, voilà, ça s'est lancé depuis 1 mois. Et je possède la marque, donc la marque Casdalerie avec mes associés. Et le premier restaurant qui est à Paris, à Gare du Nord, à côté de Gare du Nord, 6 rue Saint-Vincent-de-Paul, c'est un franchisé. C'est le premier franchisé. Donc, je ne possède pas les murs de ce restaurant. Donc, je ne suis pas restaurateur moi-même. C'est encore un autre métier. C'est Hatim, lui, qui met la main à la pâte et qui est quelqu'un de très compétent, très gentil, très joyeux, content de lancer ça avec lui. C'est lui le restaurateur. Moi, par contre, je possède la marque et on va développer ça au fur et à mesure. Donc, je peux ouvrir un Casdalerie moi aussi. Techniquement, oui. Si tu possèdes les lieux. On en parle après. On peut en discuter. Ok. La Casdalerie, évidemment, on fera une version eggs and bacon parce qu'il faut un petit. T'imagines ? Petit côté anglais. Un petit eggs and bacon dans du msemen. Tu tiens un truc, Darren. Écoute, on en parlera. Est-ce que ça va bien, cette activité-là ? Ça se passe très avec bien. Ce que tu es en train de préparer, c'est-à-dire le marathon pour tous, le mois d'août qui vient là. Raconte un petit peu cette histoire-là. Alors, ça, c'est une aventure folle. Il y a France Télévisions qui sont venus me voir et qui m'ont proposé de justement faire le marathon pour tous, donc celui des JO 2024, de Paris 2024. Et parce qu'ils avaient vu que j'avais repris la course et que j'avais documenté un peu sur les réseaux. Donc j'ai repris la course, quand j'ai repris, j'en ai jamais fait en fait. Donc j'ai commencé plutôt la course. J'ai repris le sport, on va dire. J'avais un niveau minable en course et j'ai toujours détesté ça parce que j'avais pas le cardio, parce que j'aimais pas ça. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à marcher, puis sur le tapis, et puis ensuite marcher, courir, donc alterner les deux, puis juste courir, puis courir sur tapis. Au début, je faisais que du tapis, je ne vais pas courir dehors. Tapis. J'ai fait ma première course de 5 km. Après cette course de 5 km, j'ai commencé à courir dehors, j'ai kiffé. Et là, ils sont venus me proposer. Ils m'ont dit on a vu que tu as commencé la course et tout. Tu arrives avec déjà un petit niveau. Donc, je ne suis pas au niveau 0. À ce moment-là, je sais déjà courir 5-6 bornes. C'est pas exceptionnel, mais ça vaut ce que ça vaut. Voilà, on va dire que je pars pas du niveau 0. Et ils m'ont dit on t'offre un encadrement, donc coaching, alimentation, nutrition, et on essaye de faire en sorte de te mener jusqu'à pouvoir faire 42. J'ai eu peur.
J'ai accepté, refusé, accepté, refusé, accepté, refusé. Ouais, parce que ça fait peur quand même, non? Avec toutes les hésitations, oui, bien sûr. Parce que ça t'engage sur quelque chose de très gros quand même. En plus, ils documentent ça eux-mêmes et tout. Puis à la fin, j'ai arbitré le pour et le contre. Je me suis dit que ça pouvait être l'occasion d'aller dans des zones que je ne connaissais pas, de démarrer des choses. Et je regrette pas. Voilà. Donc en 2 mois, donc ça a commencé fin décembre. Après quelques semaines de tractation et tout, on a commencé la livraison de nourriture, les entraînements réguliers avec Dorian, mon coach, qui est pas là à tous les entraînements, mais qui me suit en ligne et que je vois une fois par mois en vrai. Et ça se passe très bien. Donc 5 km, j'ai fait ma première course, 10 km, mes premières longues sorties. Et puis après les 10 km sont arrivées les plus grosses sorties, 15, 17. Et puis après, derrière, le semi. Et là, on est post-semi et on reprend les entraînements pour, après, derrière, avoir des sorties de 20, 25, puis à terme, des sorties de 30 bornes. Et puis, on verra pour le marathon. On a encore le temps d'y penser. Oui, on croise les doigts. C'est déjà un beau défi, effectivement. On revient sur ta liste. Et pour ce 4e match, on est le 5 novembre 2017 au stade Geoffroy Guichard, pour un match inoubliable pour les supporters de l'OL, des supporters de Saint-Etienne qui aimeraient bien pouvoir l'oublier. Saint-Etienne 0, Lyon 5. J'allais dire pourquoi ce choix, c'est peut-être un peu évident. Comme je t'ai dit, pendant mon adolescence, quand j'avais 15, 16, 17 ans, donc 2010, 2011, 2012, 2013, toutes ces années-là, j'ai un peu moins suivi le football de manière générale. J'ai suivi, bien sûr, mais j'étais adolescent et donc j'ai commencé à avoir mes priorités sur autre chose. Et puis, comme je t'ai dit, le jeu vidéo, les choses, les machins, les trucs. Donc, je suivais toujours l'OL, mais j'en étais un peu plus détaché. J'étais dérangé, j'étais peiné après une défaite, mais je passais vite à autre chose. Je suivais les matchs, mais si par hasard je devais en rater un, c'était pas gravissime. Et puis, je regardais toujours le football européen. Le Grand Barça, le Real Madrid, la LDC, mais tranquille. Si le soir du 8e de finale de LDC, j'avais mieux à faire, j'allais faire mieux. Alors que là, maintenant, s'il y a un 8e de LDC, je sais que je le regarde à coup sûr. Sauf rare exception. Et donc, du coup, 2016-17, c'est la période où, à 20 ans, donc à partir de 2014-2015, Hubert Fournier et tout, j'ai commencé à reconnecter avec le foot. Plus assidu, plus de fréquentation au stade notamment. Et 2017-2018, c'est la première année où j'ai été officiellement abonné au stade. Non, 2017-2018, pas l'année où c'est l'année d'après, 2018-2019, où j'ai été abonné au stade. Parce que, et 2017-2018, j'ai recommencé à le fréquenter. Mais le fréquenter très sérieusement, notamment parce que, à ce moment-là, je suis créateur de contenu. Je suis créateur de contenu depuis 2 ans et je commence à gagner ma vie. Ce qui fait que je peux me payer mes propres trucs. Et oui, je suis plus dépendant de mes parents, je suis plus dépendant. Ça, c'est déjà pas mal. Et je commence à gagner l'indépendance financière. Et moi, je suis issu d'une famille vraiment pas riche. Je vais pas vous faire le discours qui donne envie de larmes. C'était la galère. J'ai jamais manqué de rien, mais j'ai jamais été dans une famille très fortunée. Donc, aller au stade, moi, ça restait 1 fois par an ou 2, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, même s'il y avait souvent des matchs pas chers. On va pas se mentir. Et donc, à ce moment-là, je suis en mesure de me payer moi-même mes propres places et de fréquenter le stade. Donc 2017-2018, 2016-2017, c'était vraiment des périodes où j'ai reconnecté avec ça. Et donc 2017-2018, j'ai fait une bonne partie du début de saison au stade et même si il y avait des choses à redire, à l'époque, moi je trouvais qu'on jouait souvent mal, mais on avait des individualités, c'était quand même un début de saison kiffant parce que c'était le renouveau entre guillemets de l'OL après les départs de Lacazette, de Tolisso, Umtiti parti l'année d'avant au Barça. Donc ça lâchait une génération pour arriver sur une nouvelle. C'était la première vraie saison de Fekir post-croisé, même s'il était revenu un peu la saison d'avant. Là, c'était la saison où il allait pouvoir se reprendre avec le brassard de capitaine. Et c'était l'arrivée de plein de nouvelles têtes. Mariano Diaz, Bertrand Traoré, Kenny Tété, Oussem Aouar intégré de plus en plus dans le groupe, Tanguy Ndombele, Ferland Mendy. Donc en fait, c'était vraiment un Olympique Lyonnais 2.0 complètement différent avec des grands travaux faits à l'été. Et c'était une équipe excitante. Le début de saison est plutôt correct avec des victoires marquantes, comme je l'ai dit, contre Strasbourg, des matchs marquants, 3-1, 3-3 face à Bordeaux. Les poules d'Europa League cette saison où on va gagner contre Everton. Et oui, on gagne contre Everton, les matchs face à l'Atalanta et tout. Donc, dans ce contexte-là, arrive ce derby. Oui. Ce derby avec un nouveau groupe. Et face à un Saint-Étienne où on connaît la rivalité historique face à l'Olympique Lyonnais, voilà, la ville lumière, la ville plutôt minière avec le charbon, les gloires d'antan, la réussite, les Ligue 1 alors que c'était encore diffusé en noir et blanc. C'est pour la vanne. Mais voilà, on connaît tout ça. C'est de la rivalité régionale et pour moi, la rivalité régionale supplantera toujours
les autres rivalités qui sont peut-être un peu moins tangibles. Moi, je suis beaucoup plus connecté à un OL Saint-Étienne qu'à un OL OM ou OL quiconque d'autre, même si les autres rivalités peuvent me faire kiffer. Moi, je préfère perdre 4-0 contre Marseille que de perdre 1-0 contre Saint-Étienne. Voilà, tu vois, pour te montrer. Parce que c'est de la rivalité très régionale. Et les Stéphanois, c'est pareil. Tu vois, tu leur diras, ils doivent avoir des rivalités annexes, entre guillemets, et ils nous détestent. Mais ça reste du football. Tu vois, c'est important. Moi, ça reste très football. Je vais pas me castagner pour ça, on s'en fout. Je suis déjà allé plein de fois dans la ville de Saint-Étienne, et même si je la trouve pas très jolie, j'y suis déjà allé des tonnes de fois. Bref. Donc, quand arrive ce match, je crois que c'est l'une des dernières fois où il y a un parkage lyonnais là-bas. Donc, il y a un parkage lyonnais. À cette époque-là, on était encore autorisé à y aller. Quand arrive ce match, pour moi, je sens pas la patate venir. Et tu sens jamais vraiment la patate venir, tu vois. Genre, même le 5-5, avant qu'il se passe, tu sais pas qu'il va se passer un truc de fou. Mais je le regarde. Parce que, comme je t'ai dit, cette équipe est excitante. Et elle donne envie d'être regardée. Et là, il se passe ce qui se passe. L'OL déroule. On ouvre le score sur un but de Memphis Depay, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Est-ce que c'est déjà le corner dévissé à ce moment-là? Parce que je crois que c'est sur une contre-attaque avec un corner dévissé. Je crois que c'est totalement ça. Donc en fait, il me semble que Saint-Étienne fait un corner et le corner dévisse tellement que le ballon retourne en retrait. C'est Amouma qui le fait. Et je crois que pour la petite anecdote, il sort blessé derrière et on marque sur ce corner. Parce que le corner, c'est un corner pour Saint-Étienne. Mais en fait, il le renvoie tellement chez lui que ça fait contre-attaque de l'OL. Il me semble que Fekir donne le ballon à Memphis et Memphis le met entre les jambes. Et là, à partir de ce moment-là, on déroule. Et là, des buts dans tous les sens. Et tout le monde y va de son petit but. Nabil Fekir arrive lancé, grosse frappe. Mariano Diaz sur un service de Kenny Tété avec une passe d'Oussem Aouar absolument exceptionnelle. La frappe de Bertrand Traoré donc en deuxième mi-temps pour le 4-0. Et la finale, la beauté, le truc magnifique. Donc le deuxième but de Nabil Fekir avec justement la célébration dans l'air du temps à l'époque, le maillot. Certains disent que ça a provoqué l'arrêt du match un petit peu parce qu'il y avait des Stéphanois qui s'étaient énervés. Les Stéphanois qui s'étaient énervés, c'était à l'autre bout de là où il a fait le maillot, c'était pas en face de lui. Donc certains disent ouais, il a provoqué, c'est pas bien. On s'en fout. C'était marquant, c'était absolument exceptionnel. Donc voilà. Et pour l'une des plus grosses gifles qu'ait vécu le derby, en tout cas de l'ère récente. Et le fait d'avoir pu le voir, le fait d'avoir pu le vivre, et le fait que ce soit à Saint-Étienne, incroyable. Et le fait que ce soit avec du public, mais aussi un parkage lyonnais, mais exceptionnel. Parce que, pour la petite histoire, l'OL a remis 5-0 à Saint-Étienne en 2020-21. Mais Covid, stade vide, franchement... Pas la même chose. Franchement, là, je suis à peine capable de te redécrire un but. Ouais. Genre, j'ai revu le résumé il n'y a pas longtemps de ce 5-0-là. Bah, il fait plaisir, bien sûr. Mais quand je me rappelais même pas des buts. Et au global, la période Covid, en action marquante et en but, pas tant que ça. Alors que là, 2017-2018, regarde, je t'ai raconté les buts. Oui, je les vois encore. Ouais. Je les vois encore. Tu as Bertrand Traoré qui arrive, qui crochette, Nabil Fekir qui arrive lancé, Memphis Depay qui glisse le ballon entre les jambes, Ruffier qui le voit pas. Tu vois, je me rappelle. Saint-Étienne qui se mange un rouge. L'œil qui brille encore, là. L'œil qui brille. Et alors, Aouar et Fekir. Première saison d'Oussem Aouar, les souvenirs. Oussem Aouar, son histoire à l'OL, c'est pas bien terminé parce qu'à la fin, il était plus très performant, il est parti libre et on lui souhaite de réussir à la Roma. C'était un super joueur. Mais ses 2-3 premières saisons, et en particulier les 2 premières, exceptionnelles. La troisième est forte, mais elle est plus en coup d'éclat avec des très gros matchs contre la Juve, contre Leipzig, contre Benfica, contre Manchester City au Final 8 et tout. Mais à ce moment-là, en Ligue 1, c'est déjà un peu moins bon. Et après, derrière les autres, c'est essentiellement moins fou, quoi. J'espère qu'il va revenir on lui souhaite à ce niveau-là parce que mais ces 2 premières saisons au milieu de terrain, c'était incroyable. C'était magnifique. Un super prospect. C'était quelqu'un où je pensais vraiment qu'il pourrait même être très bon en équipe de France, complet, qualité de passe. Donc on le voit sur le but de Mariano Diaz. Et puis ici du cru, quoi. Tu vois, donc oui, c'est ça aussi qui fait plaisir. Exactement. Donc là, en 2017, pour cette 5-0 contre Saint-Étienne, tu as 22 ans et tu commences à vivre de tes activités maintenant. C'est ça. Ça commence à prendre, quoi. C'est ça, exactement. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, je commence à en vivre. Je suis toujours étudiant à ce moment-là. Je fais mes études en 2018, tu vois. Mais effectivement, en étant étudiant, je commence à en vivre. Donc j'ai le statut auto-entrepreneur. Je commence à me rentrer des petites payes. Rien de bien folichon. Mais t'es étudiant,
Tu as 1500 euros qui rentrent, 1000 euros, 2000 euros ici et là. Tu peux vivre, tu peux aller en voyage, tu peux faire une soirée. Les gars, c'est moi qui peux aller, je vous invite au resto. Tu vois, ce genre de choses, c'est con. Mais ce genre de choses, ça fait la différence. Déjà. Oui. Et oui, à ce moment-là, je commence à, s'il faut prendre le train, je peux. Tu vois. C'est con, mais ce genre de liberté, au fur et à mesure, donc la liberté financière qui commence à arriver, c'est quelque chose. Et donc, je commence à fréquenter le stade. Est-ce que tu peux déjà, à ce moment-là, imaginer ou d'être là où tu es aujourd'hui? Absolument pas. En fait, je suis dans une profession où même il y a 2 ans, j'aurais pas imaginé que ça aurait pris comme ça, tu vois. Je vis la chose tellement au jour le jour, tu vois, et année par année, saison par saison, parce que ici aussi à la télé et même sur Internet, on vit ça par saison, que non, c'est imprévisible et je me doutais pas du tout de l'évolution que ça aurait à ce moment-là. Donc ouais, très content. J'espère bien, oui. Ça se passe bien. Ça se passe formidablement. Ça va se passer bien aussi pour ce 5e et dernier match. Donc, Zach, nous sommes le 26 février 2020, 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Lyon 1, Juventus 0. Pourquoi ce match-là et pas un autre, par exemple? Parce que dans cette même saison, il y a une victoire contre Manchester City. Mais il y a une victoire. Tu choisis celui-là. Manchester City sans public. Sans public, encore une fois, j'insiste sur ça. Et de toute la liste que je t'ai donnée, ça me tenait à cœur de quand même mettre un match que j'ai vécu sur place. Parce que j'ai eu la chance de vivre quand même beaucoup de matchs sur place, des matchs vraiment mythiques. Mais ce match en particulier, il a une saveur parce que tout le contexte autour est absolument phénoménal. Et ça a vraiment donné une soirée de football incroyable. Et j'ai hésité avec un autre match que j'ai vécu sur place. J'ai eu la chance, le France-Maroc, demi-finale de Coupe du Monde au Qatar. Je suis franco-marocain. Donc c'était un match vraiment... Tu sais quoi, on peut toujours glisser un petit 6e à la fin. T'es gentil. Allez. Vas-y, tu sais quoi, je te fais le contexte de celui-ci alors 2019-2020, c'est simple, c'est la saison où, donc 2019-2020, c'est la 2e année où je suis abonné. L'année d'avant j'étais abonné, j'ai fait beaucoup de matchs et j'avais même vécu mes premiers déplacements, tu vois. Donc j'ai commencé à faire des déplacements, à essayer de vivre des matchs un peu à l'extérieur et tout. J'avais d'ailleurs un track record en déplacement qui était horrible, genre tous mes premiers déplacements, l'OL perdait et tout, on se faisait casser la gueule et tout, c'était terrible. 2019-2020, la saison commence par un Noël conquérant. On met 3-0 à Monaco et on met 6-1 à la maison, là, le fameux contre Angers, 6-0, pardon, où vraiment je me dis, mais on va être champion en fait, c'est la folie ce truc. Pas du tout. Silvinho, ça se passe pas, il est viré au bout de 2 mois après un derby perdu, donc on retourne au derby. Mais malgré tout, en LDC, on s'en sort plutôt bien. C'est pas l'année où on gagne contre Manchester City, mais c'est l'année où on va gagner contre Benfica à domicile. On va gagner à Leipzig, donc quand même pas mal. On se qualifie à la 6e journée de LDC pour les 8e de finale. On fait des nuls face au Shakhtar, mais on se qualifie, enfin on gagne également là-bas. Il me semble qu'on gagne là-bas. Mais en tout cas, on se qualifie. Non, c'est l'année d'avant on gagne là-bas pour se qualifier, mais je crois qu'on joue quand même le Shakhtar cette année-là. Mais bref, on s'en fout. On va en 8e. Manchester City, c'est l'année d'avant. Donc on va en 8e de finale de Ligue des Champions. C'est Hoffenheim, je crois, si je dis pas une bêtise. Ah, peut-être bien. Non, alors la saison d'avant, on a Hoffenheim, Shakhtar City. Et cette année-là, on a Benfica, on a Leipzig, il y a nous, et il y a... persuadé quasiment que c'est le Shakhtar. Mais peu importe, on s'en fout, parce qu'en réalité, l'autre match importe peu. On se qualifie en 8e de finale de LDC, et en fait, l'OL vit un peu un renouveau. En novembre, il y a Rudy Garcia qui arrive. Et Rudy Garcia, on l'aime pas. Parce que quelques mois avant, seulement, il est à Marseille. Il a souvent eu des paroles pas très bonnes envers Lyon et l'OL en général. Et c'est un coach qui, même s'il a fait de très bonnes choses dans sa carrière, la Roma, Lille et tout, Le Mans, c'est un coach qui avait tendance à beaucoup se plaindre et beaucoup avoir un côté humain pas très kiffant, quoi, tu vois. Donc quand il arrive, je suis abattu. Parce que je me dis, putain, c'est relou et tout, machin. Mais, malgré tout, même si le début se passe pas super, donc les tout premiers matchs sont des purges sans nom, je me rappelle, j'avais même un 0-0, j'étais au stade, je crois que c'était contre Angers ou Amiens, un truc comme ça, c'était un enfer. Se prépare quand même un 8e de LDC, avec la qualification où j'y étais, c'était contre Leipzig à domicile. C'était le Zénith, bien vu, c'était le Zénith, la 3e équipe, c'était le Shakhtar, c'était l'année d'avant, mais bref. Et donc du coup, même au Zénith, il sort une composition improbable, on perd, mais à domicile, contre Leipzig, on perd 2-0 et on égalise 2-2 avec un but d'Oussem Aouar et de Memphis Depay, ça nous permet de passer. En janvier, l'OL s'active. Sur le marché des transferts et des mouvements se font. Donc l'arrivée de Carl Toko Ekambi de Villarreal, avec un impact quand même direct plutôt bon. Et surtout, une autre arrivée, celle de Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes arrivé sur un peu le scouting de Juninho et tout.
Et là, l'OL reprend du poil de la bête et vit une sorte de période de janvier-février particulière. On repart de l'avant, on gagne des matchs, Metz pour le citer, je me rappelle, et ça commence à aller de mieux en mieux. On a un derby, et là, au stade, on vit une succession de matchs fous. Au stade, en enchaîné, c'est une période de fou, et franchement, les supporters de l'OL qui allaient au stade à l'époque, ils s'en rappellent tous, on a vécu à domicile coup sur coup, et en très peu de temps, derby, demi-finale de Coupe de France face au PSG, ou quart de finale, je crois que c'est quart ou demi-finale de Coupe de France, et le match contre la Juve. En une période de temps hyper courte. Et là, l'équipe qui traînait la patte, allait pas très bien, commençait à aller beaucoup mieux, sortait des matchs vraiment de plus en plus convaincants. Karl Toko Ekambi avait un bon impact, Bruno Guimaraes, monstrueux, super joueur dès ses débuts, très 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 impactant. Et dans ce contexte-là, et dans le contexte d'une maladie infectieuse certaine, donc le Covid pour le pas citer, se tient ce match. À ce moment-là, on est tous dans l'inconnu, parce que on a cette maladie qui commence à péter du côté de la Chine, puis de l'Italie, pour s'en rappeler, le nord de l'Italie et de Turin. Les journaux et les médias, les groupes d'Italiens, ils vont pas venir, ils viennent avec une maladie, est-ce qu'il faut les faire rentrer et tout. Donc, une atmosphère quand même particulière autour de ce match. Et puis, ça reste la Juve, première année de CR7. La Juve. Et oui, première année de Cristiano Ronaldo. C'est la Juve, c'est Higuaín, c'est Pjanic, c'est Dybala, exactement. Une Juve qui était quand même finaliste de Ligue des Champions 2 années avant et qui l'année d'avant sort contre le Real dans un contexte quand même un peu de polémique et tout ça machin. Mais bref, ça reste la Juventus quoi, tu vois, un très grand club qui enchaîne les championnats d'Italie quoi. Et ils arrivent à la maison et on fait un match de gala. J'étais au stade, ambiance de folie, stade plein à craquer. Et qui pousse à l'unisson pour son équipe. Et c'était une folie en termes d'ambiance. Les chants, la bataille sur le terrain, les joueurs qui se battent. Guimaraes qui fait un super match. Aouar, Toko Ekambi qui se procure des occasions. Je m'en rappelle, c'était vraiment une folie. Et sur, justement, un Houssem Aouar décisif. Donc quand je dis décisif, avec une très belle action de sa part et sur un centre pour Lucas Touzard, l'OL ouvre le score 1-0. Et puis, au courage, avec un Anto Lopez qui sort des arrêts, certaines occasions qui finissent de peu à côté et tout, l'OL tient et choc énorme, boum. Après une année précédente où on avait eu une élimination honteuse contre le CSKA Moscou en 8e finale de Europa League, vraiment horrible, on réussit à battre la Juve en match aller de Ligue des Champions. Ouais. Sachant qu'il nous avait battu, cette même Juve, il nous avait battu 2-3 années avant en phase de poule quand il était venu en 2016-2017. Moi, c'était ma deuxième année d'abonnement au stade, j'avais pas raté un match et tout. Et c'était une folie. Et pour toute l'ambiance, pour tout le côté sur place, pour tout le contexte d'un Noël en difficulté qui sort sa grande résilience en Coupe d'Europe et avec un stade en fusion, ce match, il m'a vraiment marqué. Il a sa place sur cette liste. Et donc, vu que je t'aime bien, un petit mot sur ton 6e match sur 5. Ce France-Maroc à la Coupe du Monde, alors. Aïe. Que dire de cette campagne pour le Maroc ? Je suis franco-marocain, j'ai vécu toute ma vie en France, mais j'ai passé tous mes étés au Maroc, de mes 0 à mes 16-17 ans. Et puis après, pour des raisons familiales, à partir de 17 ans, j'ai déconnecté un peu avec le Maroc. J'ai arrêté d'y aller. L'ambiance là-bas était pas folle, dans ma famille et tout. Donc du coup, j'aimais pas trop y aller. Et puis même à 18, 19, 20 ans, j'étais con. Donc je restais l'été avec mes potes en France et on faisait les débiles. J'étais tout seul et tout. Bref. Voilà, je vous fais pas un dessin. Et donc... à ce moment-là, à partir de 2021-22, donc avec un peu plus d'années, 26-27 ans, je commence à reconnecter doucement avec le Maroc et à retourner là-bas, gentiment, à revoir ma famille, à repasser de bons moments. Et même si footballistiquement, j'ai jamais vraiment lâché le Maroc, pareil, j'ai repris du regain. Donc dès la CAN 2019, et ensuite la CAN 2022 et ainsi de suite. Et donc le Maroc de Hervé Renard, le Maroc de Vaïd et donc le Maroc ensuite de Walid Regragui. Et donc j'ai recommencé à suivre le Maroc de manière assidue, mais toujours en mode ok, j'aime beaucoup l'équipe de France, puis il y a quand même le Maroc, tu vois. Et dans ce contexte-là arrive la Coupe du Monde 2023, donc 2022, appelez-la comme vous voulez, mais c'est au Qatar. Cette Coupe du Monde était fabuleuse. Franchement, avant la Coupe du Monde, j'étais là, peut-être un peu sceptique en hiver, on sait pas trop ce que ça va donner.
la folie. Pour moi, cette Coupe du Monde était fabuleuse. Les scénarios de match, les histoires, tout ce qui a suivi, bref, incroyable. L'équipe de France s'en sort plutôt bien comme je m'y attendais, donc dès les phases de poule, des matchs même, je trouve, plutôt convaincants. 8e de finale, etc. Bref, je ne vais pas vous refaire le parcours de l'équipe de France, mais on arrive gentiment, après avoir battu tes Anglais en quart de finale. Ah, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Mais en tout cas, après avoir battu l'Angleterre dans un match difficile. Harry Kane, mais dans un match très difficile, se qualifier en demi. Et à côté de ça, la surprise de cette Coupe du Monde, mais pas tant que ça, parce que moi, je la voyais pas venir à ce niveau-là, mais je me disais, le Maroc, là, attention, il y a un truc. Et à l'époque, quand j'avais dit pour moi que la Belgique sortait pas des poules et que le Maroc sortait, on me disait, ouais, mais non, mais tu dis n'importe quoi et tout. Et j'avais insisté sur ce point. Je disais, franchement, je pense que la Belgique vieillissante, face à ce Maroc, ça va être... Et ça se passe comme je le prévois. Je regarde tous les matchs de poule. Le Maroc s'en sort bien, très bien même. Donc, ouvre avec le premier match face à la Croatie. Ensuite, la victoire face à la Belgique, avec les buts et tout qu'on connaît, donc à Bouklal et tout. Et un très bon match face au Canada. L'ambiance extraordinaire à ce match-là. Voilà. Les supporters marocains. Venu en masse au Qatar. Le bruit qu'il faisait, wow, c'était exceptionnel. C'était fabuleux, tu vois. Donc moi, doucement, après avoir commencé, comme je te disais, personnellement, mais aussi footballistiquement, avoir reconnecté avec le Maroc, parce que jusque-là, moi, mes connexions avec le Maroc, c'était essentiellement la CAN 2004, la finale, et puis Youssef Hadji, Chamakh et tout, tu vois, et les CAN ici et là, mais toujours un peu tranquille, tu vois. Alors que là, j'ai recommencé à suivre beaucoup plus fort, tu vois. Et donc, du coup, les phases de poule, très content, très heureux. Ensuite, l'enchaînement Espagne, la surprise. Et là, Portugal. Et le truc, je me rappelle plus de l'ordre exactement, même si c'était il n'y a pas si longtemps, c'est que quand le Maroc bat le Portugal, il me semble que c'est d'abord le Maroc contre le Portugal et c'est ensuite France-Angleterre. Il me semble que ça se joue le même jour, mais l'un après l'autre. Et après le match contre le Portugal, c'est-à-dire que le Maroc passe en demi et peut jouer la France, il me semble. En tout cas, il me semble que c'était un peu calé comme ça si la France gagnait. Et là, je commençais à regarder les billets. Je commençais à me dire, non. Là, si ça se fait, faut y être. Je peux pas rater ça. Je suis franco-marocain, des demi-finales Maroc, France, Coupe du Monde. Il n'y en aura pas beaucoup dans ma vie. Ce sera peut-être même la seule. Quel que soit le coût, j'y vais, je m'en fous. Au moment où je regarde les premiers vols, ça coûte 900 € aller-retour. Au moment où j'appuie sur acheter après le match de l'équipe de France, ça coûte le double. Et donc, pas hésité. Et donc, je me rappelle comment ça se passe. J'essaye de trouver des places pour le match et tout, parce que, forcément, quand tu commences à t'y prendre à partir des cartes, t'es un peu déjà en retard. Donc, à ce moment-là, en plus, je me rappelle, je prends pas le vol dans la foulée, je fais d'abord les papiers, parce que le Qatar, il demandait un visa. Et donc, je commence à faire les papiers pour le visa, je remplis le site et tout. Je suis vite accepté. Je suis très vite accepté. Et là, grâce à un peu de la chance, donc j'ai un ami avec qui je travaille avec Webedia, il s'appelle Jean Rouaneau. Il me donne le contact parce que Rouaneau, il a grandi au Maroc. Il s'appelle Jean, mais il a grandi au Maroc et il a un ami à lui. Et cet ami-là, il a des connexions avec la fédération marocaine. Ah, ça c'est un ami utile. Et donc il me dit, ouais, j'ai un ami et tout, machin. Tu sais, je cherche des places et genre je trouve rien. Genre je dis même que je veux acheter et tout. Je mets des annonces sur Insta et tout. Sauf que moi j'ai un principe dans le football, c'est que moi je suis pas OK pour surpayer des trucs parce que je trouve que c'est pas cool. Moi-même je suis abonné à l'OL. Quand je vais pas au match, je donne très régulièrement mon abonnement, je le donne. Et les rares fois où j'ai pu vendre une place dans ma vie, c'est au prix d'achat. Je ne fais pas des sous sur ça parce que je n'ai eu aucune valeur ajoutée. J'ai juste acheté une place. Si je peux plus y aller, je la revends, je perds pas d'argent, mais je m'en fais pas. Mais après, mon discours est facile, c'est aussi parce que je peux me permettre de... Quelqu'un qui est en Hesse, je peux comprendre, mais c'est un autre débat. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Moi, je ne fais pas de sous sur ça. Et par principe, je refuse de... Donc, je me rappelle, je mets des stories Insta, je dis, ouais, est-ce qu'il y a des gens qui, à tout hasard, vendent des places pour le match? Avant tout, j'essaye d'acheter. Ouais. On vient me proposer des tarots pas possibles, donc des abonnés, 600 balles, 700, 1000, 1200, 1003. Ouais. Je dis, les gars, si vous croyez que je fous 1200 balles pour 90 minutes, vous êtes des fous. Et là, je commence à me dire, OK, je vais pas y aller. Mais le visa est passé, mais ça va être trop short. Et là, quelques jours avant le match, 3, 4, 5 jours, je sais plus, mais quelques jours avant le match, j'ai cette fameuse connexion avec le gars de la Fédé marocaine. Et là, je lui dis, écoute, je viens de la part de Jean.
Il m'a dit qu'il y avait peut-être des places et tout. Voilà ma situation, donc je lui explique. Et il me dit ok, c'est bon, j'ai une place. Et je lui dis ouais, tu veux que je la prenne combien? C'est quoi les conditions? Il me dit non, mais gratuit. Et je lui dis mais elle est où l'arnaque là? C'est quoi ça? Je lui dis t'es sûr? Parce que là je vais prendre mon avion, l'avion il est pas remboursable, il coûte quasi 2000 €. T'es sûr de chez sûr? Et il me dit cousin, viens, t'inquiète, il y aura pas de problème. Et je commence à réfléchir, je me dis mais vu le monde sur place, il a aucun intérêt d'à m'arnaquer. C'est pas comme si ça aurait été rare quelqu'un qui cherche une place. Si foncièrement il avait voulu faire des sous, il aurait vendu à quelqu'un d'autre. Sur place, ça aurait pas manqué. Il n'a pas besoin de faire venir quelqu'un de France pour sur place me dire hé, tu sors 1000 balles tout de suite, sinon je te donne rien. Parce que s'il avait voulu faire ça, t'inquiète pas, il y avait des milliers de Marocains sur place, des centaines de Français. Il aurait trouvé sans aucun problème quelqu'un qui lui aurait acheté ça. Donc je prends mon billet, 2000 € quasiment, avec escale. Donc je fais Paris-Istanbul, Istanbul-Doha. Et aller-retour, mais très vite. J'arrive la veille au soir du match, je repars le lendemain matin du match. Donc c'est très court. Je me fais vraiment un trip. Je vais pour le match. Et c'est tout. Je ne voulais pas rester pour la finale si jamais l'un des deux pays restait. Je m'en foutais. Je disais demi-finale. J'arrive là-bas. Je dors dans un boui-boui avec un boumé, voilà, pour ne pas le citer, un ami à moi qui m'accueille. Donc je dors chez lui. La journée, je visite Doha. Ville sympa au demeurant, il y avait un très joli musée au bord de l'eau là, musée, il y avait une expo autour de l'Iran et tout, avec plein d'objets perses et même de l'histoire musulmane. Bref, j'avais bien kiffé. Et là arrive le match. Et le match, quitte à y aller, moi je crée un contenu, je crée du contenu. Oui. Donc je lance un live IRL. Un stream IRL, c'est avec le téléphone, tu rediffuses sur Twitch, aux alentours du stade. Et là, la folie. Les supporters marocains, les supporters français parmi les supporters marocains, des tonnes me reconnaissent, ils viennent me dire ouais, Zach, t'es pour qui et tout, machin, nana. Et moi, là, tout le monde me pose la question, t'es pour qui? T'es français, marocain? Et moi, je leur dis les gars, je vais pas faire le feinteur. J'ai fêté l'équipe de France en 2018 et tout, j'ai kiffé ça. Le Maroc, pendant longtemps, j'ai déconnecté, je commence à peine à me remettre dedans et tout. Donc franchement, moi, je suis dans un état d'esprit de quiconque gagne, je serai content. Mais foncièrement, j'ai plus supporté l'équipe de France dans ma vie. Donc, je leur dis, je suis pas un comédien, voilà ma situation. Mais je vais dans un match où, sincèrement, j'ai le cœur léger. Je ressortirai gagnant dans tous les cas. Et donc, j'y vais. Et la ambiance fabuleuse. L'avant-match. Donc, l'avant-match avec les supporters marocains. Les gens que j'ai croisés. L'organisation était carrée de fou. Le stade de l'extérieur était magnifique. Je rentre dans le stade, exceptionnel. J'avais pu stream jusqu'à rentrer dans le stade, jusqu'à avant l'échauffement. Je suis même rentré, le téléphone était toujours en stream, donc j'ai pu leur montrer le stade et tout. C'était une folie, tu vois. Et là, le match. Et là, le match, j'ai pris une vidéo qui a fait des millions de vues. Je sais pas si t'as vu, genre qui avait fait beaucoup parler. Donc j'étais calé avec les supporters marocains, essentiellement. Et les supporters marocains, beaucoup de bruit, beaucoup d'ambiance. Et là arrive l'hymne français. Et là, quand l'hymne français arrive, donc il y a des milliers de supporters marocains, faut se le dire, il y a un petit bout des supporters marocains qui commencent un peu à siffler, mais comme ils l'ont fait pour tout le monde, tu vois, en sifflant un peu, c'est la pression, c'est le machin. Mais pour plein de raisons, et notamment, je pense, les bonnes relations, la bonne image franco-marocaine qui a subsisté, quand les sifflets commencent, et moi je filmais à ce moment-là, parce que je faisais ma vidéo, des milliers de supporters marocains se mettent face à la tribune principale d'où sont issus les quelques sifflets. Quelques sifflets, j'insiste, c'était pas non plus si nombreux que ça. Et ils font non. Genre, ils font non, stopper. Et là, ça se stoppe quasi net. Foncièrement, tu peux toujours entendre quelques-uns, parce qu'à la fin, tu peux pas stopper 100% des gens. Mais ce qui était parti pour être un hymne relativement sifflé, s'arrête. Ouais. Et moi, j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, truc de fou. Tu vois, il y avait quand même un côté respect. Et après, le match, à la folie. Donc, un gros scénario quand même, l'équipe de France qui ouvre le score, le Maroc qui, du coup, pour la première fois du tournoi, perd au score, avec Romain Saïs qui sort parce que finalement, il ne peut pas jouer le match. L'arrêt de Hugo Lloris sur la volée de El Yamik sur le corner. Le Maroc qui a la main sur le jeu, l'équipe de France qui attend parce qu'en même temps, l'équipe de France marque vite. Bref, avoir vécu ça sur place, c'était une chance unique, exceptionnelle. À la fin, l'équipe de France passe, donc forcément, je suis content, mais un peu peiné aussi pour le Maroc qui a vraiment vécu une Coupe du Monde légendaire. Walid Regragui, tous les hommes, tout ce qu'il a mis en place, exceptionnel. Le peuple marocain et les supporters, incroyables. Et après, je rentre.
Et là, on me dit, ouais, tu veux, j'ai une place pour la finale et tout. Non. Et on me dit, mais pourquoi tu voulais pas rester pour la finale? J'ai dit, mais mec, que ce soit le Maroc ou la France, si l'un des deux est allé en finale, j'aurais tout donné pour le vivre dans le pays en question. T'es là, si ça avait été le Maroc et que tu vis ça à Doha, alors certes, tu peux vivre une victoire sur place et tout, et supporter et kiffer sur place avec les gens. Mais le vivre dans le pays, incroyable. Si ça avait été le Maroc, je serais allé au Maroc. Ouais. Au final, ça a été en France, donc j'ai vécu la finale en France. La désillusion, du coup. Mais si ça avait été une victoire, comme en 2018, ça aurait fêté dans les rues, on aurait crié dans tous les sens, et ça, on aurait bien rigolé, tu vois. Et donc voilà. Et donc pour ces raisons-là, ce match-là était particulièrement marquant. J'ai hésité avec des matchs de 2018. J'ai kiffé la Coupe du Monde 2018. Si je devais t'extraire un seul match France-Belgique, plus que la finale pour moi. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. Pour plein de raisons. Et quand j'en parle en stream, des gens sont d'accord avec moi. J'ai plus fêté la demi-finale que la finale. Ah ouais. Pour moi, la finale, sans doute aussi à cause de l'horaire où ça finissait plus tôt. Mais moi, je me rappelle la demi, on gagne, je sors dans les rues, c'est la folie. On est en finale, c'était incroyable. Avec en plus la dramaturgie contre la Belgique, la tête d'Umtiti, le fait qu'il domine jusqu'à la fin, on respire plus. Oui. Alors que la Croatie, foncièrement, à la mi-temps, on gagne 2-1, on est miraculé un peu, mais après, on tue vite le match, quoi. Et donc, on est champion, je suis très content, champion du monde. Mais la demi, elle avait un goût plus marquant pour moi. Et à côté de ça, j'ai hésité avec plein d'autres matchs de l'OL, mais voilà. C'était les 19 matchs de Zach Nani. Franchement, j'aurais pu t'en sortir tellement sur sa plus liste encore. de 5. J'aurais pu t'en sortir tellement plus encore, c'était une folie. Je suis heureux que tu as pu vivre ce match entre le Maroc et la France sur place, parce qu'effectivement, c'est des souvenirs qui vont rester. Aggravé. Ouais. Tu vois, alors ça, c'est un truc que je pourrais le dire à mon fils. Tu vois, Ouais. je pourrais le raconter à mes enfants. Je pourrais leur montrer des images parce que j'ai fait une vidéo YouTube. Je pourrais tout dire à ce propos. Et quelle aubaine. Merci Zach d'avoir Darren. pris le temps de partager ces moments, ces souvenirs avec Merci nous. beaucoup. Ça fait très plaisir. C'était incroyable. Good luck avec le marathon. Merci. T'es très fort. On va te suivre évidemment. Exceptionnel. Et avec tous les autres projets aussi. Merci encore une fois et on te souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir. Merci à toi, Darren. Merci à Bein Sport et merci. Toujours un plaisir de travailler avec vous. Merci, ça fait plaisir. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas, comme toujours, à partager avec vos amis, à en parler sur vos réseaux sociaux et sur la plateforme où vous nous écoutez. Et si vous pouvez nous donner 5 étoiles pendant que vous y êtes. Oui, n'hésitez mettez 5 pas. étoiles pour cette qualité. C'est N'hésitez important. pas. Allez les amis, à très vite pour un nouvel épisode de Les matchs de ma vie. Bye bye. Bye bye.